Bonjour à tous, on va pouvoir maintenant commencer, vu que les dernières installations ont été faites. Donc ici c'est donc une conférence sur les révolutions citoyennes. Donc je vais la faire très rapide vu qu'on a perdu 10 petites minutes là. Le but de cette conférence est de discuter de différents mouvements de révolte populaire qui ont eu lieu dans ces 2 dernières années à travers le monde. Et de discuter de leurs points communs, de leurs différences et de savoir si on peut parler, si on peut en quelque sorte les unifier et les rentrer dans une vague commune de révolution citoyenne dans le monde. Donc pour répondre à ces questions et beaucoup d'autres, avec nous on a Christophe Ventura, qui est chercheur à l'IFRI, à l'IRIS, pardon, ouais. Maïm Alouf, qui est professeur à l'université de Beyrouth, Adel Bakawan, qui est directeur du centre de sociologie sur l'Irak, chercheur associé à l'IFRI et chercheur associé à l'Institut français des relations, chercheur à l'Institut de recherche sur les études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, ainsi que Abia Nour, qui est donc à l'école des hautes études de sciences sociales et qui travaille sur la révolution soudanaise. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Christophe Ventura, qui a été l'auteur d'un article sur justement la révolution citoyenne et qui va un peu nous présenter les différents angles, les différentes thèses qu'il y développe. Et donc à partir de ce point de vue un peu global et globalisant sur les différents mouvements, on discutera les exemples les plus précis avec nos 3 autres invités. Donc, je te laisse la parole, Christophe. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer, évidemment, un remerciement à France Insoumise pour cette invitation à cette édition des Amphis sur un sujet... ça marche pas ? Il faudrait mettre plus haut, on me dit. Oui. Tu dois avoir un bouton de volume général. Si je parle comme ça va ? Bon, c'est pas super pour le Covid. Mais bon. Oui, donc déjà, je voulais remercier évidemment France Insoumise pour cette invitation à cette édition des Amphis et remercier Antoine pour cette proposition d'une discussion sur un sujet évidemment qui est à la fois ancré dans l'actualité et puis en même temps qui s'enracine dans un temps long, qui est celui des transformations politiques et sociales à long terme dans une période historique qui est la nôtre. Et donc c'est un débat qui de ce point de vue-là est assez déterminant par rapport à ce qu'on peut en observer, ce qu'on peut observer des mouvements sociaux de contestation dans le monde pour des militants, précisément pour en tirer peut-être des analyses et des enseignements pour développer une théorie de la transformation et une stratégie pour une organisation politique. Alors, Antoine l'a dit, la proposition c'était que je fasse une intervention à partir d'un travail en fait que j'ai réalisé, pas tout seul, que j'ai réalisé avec Didier Billon, qui est le directeur adjoint de l'IRIS, et qu'un travail qu'on a fait il y a quelques mois en arrière sur justement une étude portant sur ces mouvements de contestation. On a étudié à peu près 12 ou 13 pays parce que les mouvements de contestation qui se sont développés avant la pause, si je puis dire, Covid-19, bien qu'on va voir que ce n'est pas une pause du tout, et que sous les radars médiatiques, même avec la progression et le développement de la pandémie, les mouvements sociaux ont agi, les mouvements de contestation. Mais en tout cas, on a travaillé sur la période, disons, qui va de 2019 au moment de l'internationalisation de l'épidémie de la Covid. Et on a travaillé sur 12 ou 13 pays qui sont ceux où se sont développés de manière saillante les mouvements en question. Je pense évidemment à l'Amérique du Sud en particulier, aussi au Proche-Orient, également à Hong Kong. Et on a décidé de faire ce travail en se disant que c'était difficile parce qu'il fallait qu'on marche sur un fil ténu. Le fil ténu, c'est celui qui fait que justement, comment éviter d'être trop globalisant lorsqu'on va traiter des mouvements de contestation qui ont tous leur singularité, leur spécificité qui s'inscrivent dans le champ national,
toujours. Donc comment éviter le biais globalisant qui finalement ferait se faire perdre dans des schémas un peu trop empiriques des mouvements qui ont des spécificités, des singularités, comme je viens de le dire, et en même temps éviter le piège d'une forme d'encyclopédisme trop exhaustif qui, au contraire, chercherait à produire des analyses sans fin sur la spécificité du dit mouvement. Donc on a essayé un petit peu de tenir les deux bouts pour proposer des grilles d'analyse, pour proposer des clés de lecture, pour aller chercher ce qui, dans ces mouvements de contestation, nous semblait, disons, être commun, à partir de trois objectifs, à partir de trois pistes. La première, c'était de voir quelles étaient les causes de ces mouvements de contestation dans le monde. La deuxième, c'était de voir quelles étaient leurs dynamiques. Et puis la troisième, c'était de voir quelles étaient leurs limites aussi. Donc c'est à travers ces trois angles-là qu'on a cherché de voir ce qu'on pouvait trouver comme déterminant ou comme lien entre tous ces mouvements qui agitent la planète depuis maintenant quelques années, dans leur dernière phase de développement depuis, donc on l'a dit, 2018-2019. Alors là, hélas, avec le temps qui m'est imparti, je ne vais pas pouvoir tout développer. Je vais donc choisir deux ou trois aspects qui me paraissent assez importants, y compris sur les perspectives qu'on peut en tirer. Alors, il est clair que d'abord, ces mouvements ont des causes qui se trouvent, pour l'essentiel tous, dans l'organisation économique de la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres déterminants qui peuvent être, en particulier par exemple au Moyen-Orient, mais on en reviendra certainement tout à l'heure au Proche-Orient. Il y a des logiques aussi plus spécifiques, par exemple liées à la distribution des pouvoirs, à des régimes politiques de type, disons, confessionnels ou familiaux ou patrimoniaux, qui peuvent aussi produire des dynamiques spécifiques sur la revendication des dix mouvements. Mais en tout cas, à tous ces mouvements, quels qu'ils soient, du Chili, de Santiago, Khartoum au Soudan, tous ces mouvements ont bien évidemment des causes qui sont économiques et qui sont objectivement indiscutables. Bon, alors là, je vais faire court parce que finalement, c'est ce qu'on connaît un peu le mieux. Quelles sont ces causes? Il faut voir la vague des mouvements de 2018-2019, encore une fois, comme quelque chose qui à la fois est nouveau dans son apparition, disons, matérielle, mais qui en fait s'inscrit et qui s'enracine dans une accumulation de luttes préexistantes et de vagues préexistantes. Ça fonctionne toujours comme ça. Il n'y a jamais de génération spontanée d'un mouvement. Il y a toujours évidemment quelque chose qui va être un acte inaugural, un déclencheur, qui souvent se trouve, c'est ce qu'on a vu dans l'étude quand on a travaillé, se trouve souvent dans une chose, c'est lorsque le pouvoir politique abuse la patience populaire. C'est toujours dans ces moments-là que le déclenchement opère. C'est parce que c'est le mot de trop, la loi de trop, la décision de trop, qui peut paraître en tant que telle plus ou moins pas pire que la précédente, ou peut-être même, qui peut même parfois paraître un petit peu pas si grave. Un exemple, encore une fois, je dois aller vite, sur le cas chilien. Le cas chilien, si on a la lecture médiatique des événements, on se dit un mouvement historique né au Chili, le plus fort, plus puissant encore qu'étaient les années 70 avec Allende, un mouvement populaire avec des millions de Chiliens dans la ville de Santiago du Chili qui regroupe une grosse partie de la population nationale, pour une augmentation de quelques centimes du ticket de transport. Ça, c'est ce qu'on appelle déclencheur. Mais en fait, derrière ça, il y a déjà toute une accumulation. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'était d'abord la 6e augmentation consécutive, qu'elle frappait les étudiants qui vivaient en périphérie de la métropole, ainsi que les travailleurs. Donc toujours la logique du transport, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'on ne dit pas, c'est que cette augmentation des transports intervient après nombre de décisions gouvernementales de type austéritaire, qui ont, disons, égrené la vie politique chilienne depuis 5-6 ans, avec des mouvements de contestation déjà par vagues sectorielles significativement puissants dans ce pays depuis le début des années 2010, les étudiants pour l'enseignement gratuit des universités, un énorme mouvement social populaire chilien qui lutte pour un système de retraite par répartition et non pas un système d'assurance privée pour avoir une pension de retraite, et par extension à chaque fois des logiques qui, à partir de la revendication initiale, vont avoir une tendance à s'étendre et à globaliser finalement l'ensemble du système qui est à l'origine du dysfonctionnement contre lequel on s'élève,
que ce soit la question du ticket de transport, que ce soit celle de la retraite, et d'un coup tout fait système, et c'est là que le mouvement devient d'ensemble et qu'il met en mouvement l'ensemble de la société, ou en tout cas une grande partie de la société, à partir de l'événement, à partir d'une revendication sectorielle, mais qui va logiquement et à travers les phénomènes de mobilisation, de travail, d'organisation large dans les rues, etc., et aussi face souvent à la répression de l'État, qui va se politiser, qui va se conscientiser et qui va acquérir à chaque fois comme ça, disons, une croissance, un développement, une extension qualitative et quantitative. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, et le cas chilien dont je viens de vous parler est assez, disons, emblématique. C'est un peu un archétype de ce qui s'est passé un petit peu partout. On pourrait discuter de l'Équateur sur le prix de l'essence, on pourrait discuter des mesures gouvernementales colombiennes, etc. Et bon, je pourrais égrener la liste comme ça, mais encore une fois, le temps va me manquer. Mais en tout cas, c'est pour comprendre ce premier phénomène. Donc, la mesure de trop, le mot de trop, le mépris de trop, la patience populaire abusée par un pouvoir politique, c'est ça qui va déclencher un mouvement. Mais un mouvement, il naît toujours donc dans un ancrage et des générations précédentes et une accumulation primitive, en quelque sorte, de lutte et de mouvements organisés. Alors, de ce point de vue-là, c'est là que je voulais en venir, les mouvements dont on parle dans leur cycle de développement 2008-2019 sont tous des mouvements qui sont en fait, à mon sens, des sous-produits politiques et sociaux de la crise financière de 2008. C'est à mon avis ça un des points qu'il faut avoir en tête lorsqu'on analyse ces mouvements aussi bien en Amérique latine qu'au Proche-Orient. Ça fait partie de l'équation. Ce sont des sous-produits politiques et sociaux de la grande crise internationale du capitalisme démarrée par la crise financière de Lehman Brothers en 2008, dont les effets sont des effets à retardement qui se déploient et qui, comme une sorte d'onde au pluriel, eh bien, impactent différentes strates de la société, des plus vulnérables au départ, les pauvres, les précaires, jusqu'à une fraction importante de ce qu'on appelle les mal nommés, entre guillemets, classe moyenne. Alors là aussi, classe moyenne, c'est un débat qu'il faut mener. À mon sens, les classes moyennes, c'est un concept idéologique, c'est pas un concept sociologique. Les classes moyennes, c'est quelque chose qui est un fourre-tout pour dire un certain nombre de choses, mais qui ne rentre pas, à mon avis, comme catégorie sociologique en tant que telle. Qu'est-ce qu'on appelle les classes moyennes, à mon sens? Ce sont les classes consommatrices. Ce sont les catégories, au pluriel, des populations, qui entre elles peuvent avoir d'ailleurs des différences assez importantes sur toute une série de choses, y compris sur le plan économique et social ou sur le plan des modes de vie, mais qui en commun a un certain accès et une certaine envie d'ascension dans le système économique et social de ce qu'il peut produire et redistribuer. On y a accès. Alors là-dedans, encore une fois, on va trouver vraiment beaucoup de choses, des classes populaires modestes jusqu'à des classes moyennes supérieures qui envoient leurs enfants dans des universités, voire des universités à l'étranger, qui partent en vacances dans leur pays ou à l'étranger plusieurs fois par an, jusqu'à ceux qui ne partiront qu'une fois ou pas. Enfin bref, c'est tout ça les classes moyennes. Mais les zones dont je vous parle viennent les impacter petit à petit, et ça c'est le cas depuis 2008-2010. Alors là, je ne vais pas vous faire la litanie des chiffres, mais enfin, retenons 2-3 choses. Bon, avant même l'arrivée de la crise du Covid, nous traversions une décennie absolument terrible. Les années 2010 ont été des années de chute de la production, de la croissance. Alors, ce n'est pas forcément un mal si on y pense en termes d'écologie, mais en tout cas, en termes de pouvoir d'achat, en termes de redistribution des fruits de la croissance, c'est plutôt des années qui ont été assez terribles. On a pour la première fois connu, avant le Covid, un ralentissement structurel du commerce international, c'est-à-dire que, le commerce de marchandises en particulier n'a fait que se réduire. Donc ça pénalise des pays qui sont comme ceux qui nous intéressent aujourd'hui d'Amérique latine ou du Proche-Orient, surtout des exportateurs de matières premières. Ce qui est une thématique aussi qu'il faudrait traiter, qui sont des pays dits du Sud et dont la fonction dans la division internationale de la production, d'échange et de consommation, c'est d'être des pays pourvoyeurs de matières premières qui sont ensuite transformées par les entreprises et l'appareil de production capitaliste au niveau international, puis ensuite redistribués, revendus dans le circuit de consommation internationale. Et ces pays-là sont des consommateurs de produits à valeur ajoutée qui sont manufacturés par les grandes multinationales, etc., etc. Donc pour ces pays-là, les années 2010 ont été une catastrophe. Alors,
tous les pays dont on parle sont tous on va dire depuis le début des années 2010, ou en tout cas la moitié des années 2010, en permanence dans des dynamiques de contraction, de récession, qui se traduisent par des politiques d'austérité, une érosion permanente des budgets publics et des investissements publics dans les frêles systèmes de santé, d'éducation, etc. Bref, c'est tout ça qui a fondu, si vous voulez, à vitesse grand V et qui a augmenté dans tous ces pays-là, inégalité, précarité, pauvreté, sachant que ces trois phénomènes, encore une fois, touchent les gens de manière différente, mais touchent un nombre toujours plus croissant de personnes. Ça, c'est le déterminant économique. Ce déterminant économique qui se traduit par des revendications simples, qui sont celles qu'on retrouve dans tous les mouvements dans le monde, contre la vie chère, contre les inégalités, contre la pauvreté, contre la détérioration des systèmes publics, des services de base. C'est un autre point très important qu'il faut souligner, c'est que souvent, après le moment déclencheur dont on a parlé, si on systémise dans les mouvements sociaux la critique qu'on fait au système qui produit et au dysfonctionnement du système qui produit le problème contre lequel on s'est rebellé, eh bien on en arrive rapidement à, disons, à des mouvements qui se caractérisent par le fait qu'ils ont tous en commun des revendications pour un accès plus égal et plus réel, eh bien, aux services de base de la société. L'éducation, la santé, le transport, l'alimentation, le logement, etc. C'est tous ces mouvements, au bout d'un moment, ont ça en commun comme revendication dans leur socle, si vous voulez, de protestation. Et c'est là que ça fait système, comme je vous le disais. De là, en général, on arrive à une deuxième étape, qui est l'impératif démocratique et des logiques de refondation démocratique. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on part de la critique économique et sociale pour arriver au point où c'est quoi les moyens qu'on a pour modifier structurellement les problèmes auxquels on est confronté. La réponse, c'est là qu'elle devient politique. Et c'est l'impératif démocratique. Tous ces mouvements, au bout d'un moment, ou au départ, en tout cas, mais toujours dans le mouvement, eh bien, arrivent à un moment d'évolution où ils posent la question démocratique comme une question centrale dans leurs revendications. On l'a vu dans plusieurs pays, on l'a vu au Chili, on l'a vu au Liban, on l'a vu à Hong Kong, on l'a vu ailleurs encore, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Algérie, où tous ces mouvements sont porteurs, disons, de demandes de réformes politiques jusqu'à des demandes de logique constituante, de processus constituants pour modifier les règles du jeu politique, les règles de droit, etc., qui permettent finalement une chose qui est fondamentale et qui est là et historique, c'est tout simplement l'implication et le retour de la souveraineté populaire comme, disons, moyen, méthode et fin pour produire les changements structurels dans l'ordre économique et social. Ça, c'est tous ces mouvements qui sont caractérisés par ça. Combien de temps il me reste dis-moi. Les 2 minutes, d'accord. Bon, donc je vais aller très très vite. La question ensuite de la refondation démocratique, elle se développe toujours aussi avec une logique d'extension là aussi. C'est d'abord des logiques de refondation nationale qui opèrent toujours, mais c'est très rapidement aussi des réflexions sur l'ordre international. Et tous les mouvements dont on parle, quand on regarde les acteurs, les revendications, etc., on réalise qu'il y a toujours un lien qui est fait entre le changement au niveau national et le changement de l'ordre international. Par exemple, pour aller très vite, on pourra en reparler si vous voulez, l'adoption dans tous ces mouvements qu'on a vus, qui sont des mouvements qui se caractérisent par des modes, des registres revendicatifs communs qui se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire la manifestation, l'occupation de l'espace public, le blocage des flux, le fait que ces mouvements sont aussi des espaces d'auto-organisation et de production de pratiques alternatives à l'ordre qu'on conteste. On va le voir ça pendant le Covid, d'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer, mais contrairement à ce qu'on nous a dit dans les médias, beaucoup de mouvements ont été très actifs pendant le Covid en termes de solidarité, au Brésil par exemple, à Sao Paulo, dans les favelas de Sao Paulo, il y a des mouvements qui se sont mis en place, qui ont fait de l'information, de l'éducation populaire, donné aux gens les consignes de l'OMS que ne voulait pas appliquer le gouvernement de Jair Bolsonaro, qui ont organisé des livraisons de nourriture, qui se sont occupés des anciens. Enfin bref, il y a eu des mouvements comme ça qui se sont développés partout, à New York aussi par exemple, où on a eu des phénomènes de ce genre, au Royaume-Uni aussi. Je reviens au Brésil, il y a même eu un mouvement qui a nommé 4000 présidents de rue
à Sao Paulo, où chaque présidente ou président de rue devait s'occuper chaque jour de 50 maisons pour voir si les choses allaient bien, pour aider les gens quand il y avait des problèmes, pour organiser avec des médecins ou des infirmiers des interventions, etc., en particulier dans les logements insalubres des favelas, etc. Bref, pour vous dire, vraiment, Lance-Pierre, que ces mouvements ont été très actifs en fait pendant le Covid et pas du tout congelés, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Mais je reviens à mon idée précédente, c'est que par exemple, ce lien international, il se fait à travers l'adoption dans tous ces mouvements du drapeau national, par exemple. C'est quelque chose qui est frappant. L'adoption, pourquoi les mouvements adoptent le drapeau national? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet d'avoir un message qui est, c'est nous le vrai peuple, en quelque sorte. Nous le peuple contre les élites corrompues. Corrompues voulant dire dans le langage des mouvements sociaux toujours le fait qu'on identifie à juste titre une fusion ou une collusion entre les classes dirigeantes politiques et les intérêts financiers et économiques qui peuvent être nationaux ou internationaux. On va certainement en parler au Liban ou ailleurs. Donc la collusion, ça veut dire ça, ça veut dire la fusion des intérêts entre les classes dirigeantes politiques et les classes économiques et financières nationales et internationales. Ça permet d'avoir un support de communication simple qui est très connu parce que le monde entier connaît les drapeaux des pays par la culture populaire, sportive, etc. Mais ça permet parfois aussi, comme on l'a vu en Amérique du Sud, de lancer un message aux institutions internationales. C'est une critique qui est lancée à des institutions qui sont vécues comme co-responsables des situations de détérioration, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. etc. Et ça, c'est très clair dans ces mouvements. Alors, comme je dois terminer, ma conclusion, c'est que ces mouvements ne vont pas s'arrêter du tout à cette étape. Ces mouvements, toutes les causes qui en ont, produit le surgissement dans la période actuelle, sont aiguisées, exacerbées par les conséquences politiques, sociales et économiques de la crise de la pandémie actuelle. Je vous dis que les mouvements actuels partout dans les pays, quand vous regardez au radar, ils sont actifs. Il y a eu beaucoup de manifestations contre la gestion des gouvernements de la pandémie au Chili, dès le mois de mai dernier, etc. On voit évidemment ce qui se passe au Liban actuellement, par exemple. On le voit en Algérie aussi. Donc ces mouvements sont là, n'ont pas cessé de s'organiser. Et donc, immanquablement, ces mouvements vont continuer, pousser l'agenda politique et il va se passer beaucoup de choses, à mon sens, là, dans l'année qui vient et celle qui va suivre. Quand vous articulez ça, eh bien, évidemment, la déflagration économique et sociale produite par la crise sanitaire. Avec la contraction mondiale à 5% pour 2020, 10% en Europe, 10% en Amérique latine, 5% au Proche-Orient en moyenne, la cohorte de chômeurs que ça veut dire, enfin tout ce que je vous ai rapidement énoncé là va se retrouver démultiplié. Donc l'agenda de ces mouvements va s'accélérer et nous allons voir dans les mois qui viennent et l'année qui vient, encore une fois, une poussée très importante de mouvements de contestation de l'ordre économique et social et de l'ordre international qui nous projette dans une période politique tout à fait passionnante, mais qui va tanguer parce qu'il y a aussi face à ça, et c'est ma conclusion, des mouvements réactionnaires qui se développent aussi en même temps que ces mouvements progressistes. On voit des mouvements anti-confinement, on voit des mouvements religieux qui demandent finalement d'accepter cette pandémie, qui remettent en cause la science, etc., etc. Le problème, c'est que ces mouvements-là, souvent, sont aussi au pouvoir, au Proche-Orient, parfois, en Amérique latine aussi, je pense au cas brésilien où les évangélistes sont au pouvoir avec Jair Bolsonaro. Bref, cette pandémie, pour citer un article d'un jeune sociologue qui s'appelle Geoffrey Players, qui a travaillé sur justement cette pandémie, les mouvements pendant la pandémie, eh bien cette pandémie est un champ de bataille politique et social, en réalité, qui met déjà à l'épreuve des mouvements de transformation progressistes et démocratiques et des mouvements réactionnaires et conservateurs. Merci. Merci Christophe pour cette intervention très riche. Je reprends la parole pour la rendre aussitôt. On va commencer peut-être par donner la parole à Maï Malouf. D'abord parce que évidemment les événements du mois d'août au Liban ont été particulièrement suivis en France, je pense particulièrement suivis par les Insoumis, qui y sont beaucoup intéressés. Donc peut-être vous donner la parole pour que d'abord vous nous donniez votre point de vue sur les derniers développements de la catastrophe à Beyrouth et son effet sur une résurgence de la révolution.
Et puis peut-être pour revenir sur quelques points que Christophe a abordé dans son intervention, à mon avis le lien entre le mouvement populaire et la question nationale au Liban peut-être est intéressant à développer, étant donné la contestation de l'ordre politique communautaire qui vient de la Révolution. On a été aussi, enfin moi j'ai été très frappé en tout cas par ce que disait Christophe, en effet la présence massive du drapeau national dans les manifestations et les rassemblements dès le déclenchement de la Révolution. Donc voilà, je vous donne la parole sur tout ça. Merci. Bonjour et merci pour l'invitation. Je voudrais rebondir sur la question économique d'abord, parce que le mouvement populaire qui a été déclenché le 17 octobre dernier a été déclenché, si vous vous souvenez, à cause de fameuse taxe sur le WhatsApp. Et comme disait mon collègue tout à l'heure, justement, c'est absolument pas la taxe sur le WhatsApp qui a tout déclenché. C'est un ensemble d'événements, c'est un système économique et fiscal déjà, parce que je vais me concentrer dessus, puis après on pourra revenir sur le système confessionnel, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Donc c'est un dysfonctionnement du système économique en fait et fiscal, dont cette taxe sur le WhatsApp était, si vous voulez, la flamme qui a tout déclenché. Alors si vous avez bien écouté les manifestants, il disait la faute est, bon, évidemment de la classe politique, etc., on l'a dit tout à l'heure, de ces 30 dernières années. C'est vrai, parce que le Liban a vécu une guerre qui n'est pas que civile d'ailleurs, entre 75 et 90, et depuis 90, le départ des troupes syriennes, le départ des troupes israéliennes, etc., cette classe politique en place n'a pas su mettre en place un système économique et politique fiable. Alors, justement, durant ces 30 ans où rien n'a changé, moi j'ai envie de revenir avec vous 30 ans en arrière. Pour essayer de montrer qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Déjà 30 ans avant, le système était déjà mal en place, disons. Et que le problème est un problème structurel, et pas un problème conjoncturel. Si je prends l'exemple du PIB, parce qu'on prend toujours l'exemple du PIB d'un pays, tout à l'heure monsieur en a parlé aussi, si je prends l'exemple du Liban, la Syrie, disons la Jordanie, parce que c'est un problème qui concerne tout le Moyen-Orient, pas uniquement le Liban, et l'Égypte. À eux quatre, en 94 plus exactement, ils avaient un PIB de 70 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 60 milliards d'euros, à eux quatre. Bon, ça ne veut rien dire le chiffre tout seul, il faut que je le compare à un autre pays comme la Turquie. À la même période, la Turquie toute seule, qui avait à peu près 60 millions de population. Les 4 pays à l'époque avaient à peu près 80 millions de personnes, 80 millions d'habitants. La Turquie, à la même période, avait à peu près 60 millions d'habitants pour un PIB qui était le double, à peu près 149. Et je peux continuer comme ça la comparaison avec Israël, etc. Si vous voulez, on peut prendre aussi un autre pays qui aujourd'hui a réussi économiquement, qui est la Corée du Sud. Si je prends la Corée du Sud, le PIB de ces 4 pays ensemble en 94, c'est celui de la Corée du Sud dans les années 60. C'est juste pour vous donner une idée du retard énorme économique qu'a ce pays avec d'autres pays au Moyen-Orient. Alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi le système fiscal qui fonctionne aussi très mal. Au niveau du système fiscal, il est très bizarre dans un pays pendant 30 ans qu'on n'arrive pas par exemple à mettre en place une fiscalité directe. Et que la fiscalité, les recettes dans ce pays-là, au Liban, arrivent à travers une fiscalité indirecte, par exemple la taxe des douanes, etc. Tout ce qui est impôt sur le revenu, ça fait pas ça fait pas partie des recettes, si vous voulez, de l'État. Ceux qui sont les salaires qui sont imposables, ce sont les salaires des fonctionnaires uniquement, ce qui n'est pas normal non plus. Donc, en parallèle, j'arrive au système de corruption dont on parle beaucoup dans les médias. En parallèle, on a vu apparaître des grosses fortunes, comme le président Hariri, qui va peut-être malheureusement revenir au pouvoir alors que la rue n'en veut plus. Donc, et vous avez par exemple des grosses fortunes qui sont arrivées, du genre 4-5 familles qui ont des fortunes beaucoup plus élevées que le PIB du pays, ce qui n'est pas normal non plus, et le Liban n'est pas exceptionnel là, dans ce cas-là.
Et donc, ces fortunes-là arrivent non pas parce que c'est des génies en économie ou parce qu'ils arrivent à investir ou autre, mais ce sont des fortunes qui sont en fait qui ont été construites trop vite par en fait commerce de devises, etc., travaux publics, etc. Donc, on arrive en fait à un système fiscal qui ne fonctionne pas, à un système économique où l'économie du pays est rentière, parce que ce n'est pas un pays qui a de grosses entreprises, une industrie qui fonctionne, etc. Et donc, on arrive à la taxe WhatsApp, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui était la taxe de trop, qui a fait descendre les Libanais dans la rue le 17 octobre 2019. Alors, je ne sais pas si j'enchaîne sur le côté confessionnel ou s'il y aura une autre question. Sur l'autre problème, le Liban, qui est un problème confessionnel, communautaire et confessionnel. Le Liban est un pays à société hétérogène, tout à fait différente de notre société française, plus ou moins homogène, on va dire. Et aujourd'hui, on a du mal, je pense, on n'a pas encore trouvé les formules pour réussir à gérer des sociétés hétérogènes. On le voit bien en Belgique, on le voit bien au Canada, on le voit bien aux États-Unis, etc. Donc le Liban n'est pas vraiment une exception dans ce domaine. À la veille du mouvement populaire du 17 octobre 2019, il s'est passé quelque chose, et là je vais rentrer un petit peu dans les détails pour vous donner un exemple. Les médias ne parlent pas en fait, pour aller un petit peu plus loin que ce que disent les médias. Il y a eu quand même un événement très important. C'est que le président de la République, Michel Aoun, demande à la Chambre des députés, c'est-à-dire l'équivalent de notre Assemblée nationale ici, de relire la loi de finances, il s'agit ici de loi de finances de 2019, à la lumière de la Constitution qui stipule que dans les fonctions publiques, par exemple, il faut respecter l'égalité entre les deux grandes communautés chrétiennes et musulmanes. Et je ouvre une parenthèse très importante ici, c'est que le confessionnalisme politique, ce qu'on appelle confessionnalisme politique au Liban, selon la Constitution, est provisoire. C'est quelque chose qui est mis en place, mais pour disparaître un jour, et l'article 95 de la Constitution est très clair là-dessus. Alors, ce qui est justifié, et c'est pour ça que les gens aussi en avaient marre, disons, de cette guerre confessionnelle et communautaire entre les deux camps. Ce qui justifiait la demande du président, c'est que, étant donné que la communauté internationale demandait au Liban de en fait faire des réformes pour pouvoir obtenir les fameux 11 milliards de dollars comme aide, il fallait faire donc des réformes et la classe politique libanaise a commencé à mettre en place une politique d'austérité, comme on a vu, comme ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années. Que ça a très mal tourné et c'était très difficile à mettre en place sur le plan pratique. Alors, dans la fonction publique, on a commencé justement la guerre entre qui on va titulariser. Dès qu'il y a, par exemple, une communauté qui voit en fait une certaine, qui voit en fait son quota élevé au niveau de la réussite dans les concours, donc dans la fonction publique, l'autre communauté n'est pas contente. Donc il fallait en fait toujours essayer de trouver l'équilibre entre les deux quantités, entre les deux communautés pour essayer de respecter les 50-50. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un concours qui a été en fait ouvert il y a 2 ans. Et il y a eu les personnes qui ont réussi dans ce concours étaient à une très grande majorité musulmane, ce qui a évidemment attisé la sensibilité de la communauté chrétienne, et ce qui a en fait poussé le président de la République à demander une lecture de la loi de finances qui en fait demande à ce qu'on arrête, à ce qu'on stoppe le recrutement dans la fonction publique, alors que ceux qui ont réussi il y a 2 ans, ils disaient non. Nous, on va être titularisés, on a réussi les concours, on ne veut pas en entendre parler. Sauf que ça fausse en fait l'équilibre entre les deux communautés. Bon, bref. Donc, ce que je veux en fait vous dire, c'est que l'équilibre dans ce pays est encore... le Liban a aujourd'hui 100 ans. En fait, il a été créé en 1920, ça vous le savez. L'équilibre confessionnel et communautaire n'est pas encore trouvé. Il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a des partis politiques aussi qui sont nouveaux, en place, mais qui n'arrivent pas, qui ont aussi qui ont des programmes politiques très intéressants aussi, mais qui n'arrivent pas à entrer, qui n'arrivent pas donc à avoir assez qui ne sont pas poussés, qui n'arrivent pas à entrer dans l'hémicycle, à être élus. Ça aussi, il y a beaucoup à dire concernant la dernière, évidemment, loi électorale qui a été changée il y a quelques années. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais en fait, pour l'instant, on a du mal, on patauge sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan politique et confessionnel. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'ai voulu quand même rentrer un petit peu dans les détails pour aller un petit peu plus loin que ce que ce que les médias racontent, et essayer aussi de vous montrer un petit peu l'arrière-plan de la crise. Merci beaucoup. Alors juste avant de continuer, on vient de me demander de faire une annonce. L'organisation cherche quelqu'un qui s'appelle Antoine Robe et qui a laissé son chien dans sa voiture. Et donc s'il est là, il doit se présenter à l'accueil. Voilà. Je continue, je vais donner la parole à Bianour sur le Soudan, pour d'abord que vous puissiez réagir à l'intervention de Christophe, à celle de Maë, et à nous dire si au Soudan on retrouve un peu les mêmes racines, les mêmes causes et les mêmes processus qui déclenchent le mouvement populaire, et puis ensuite un peu nous expliquer comment pendant cette révolution, donc qui est peut-être celle qui est la plus aboutie pour l'instant de celle qu'on voit ce matin, quel rôle jouent les assemblées citoyennes, en tout cas les assemblées populaires de quartier, versus des organisations plus structurées de la société civile. C'est bon, ça va. Bonjour à toutes et à tous, et merci Antoine pour l'invitation. Pour revenir sur les... plus fort, pardon. Oui. Là, c'est bon ? Oui. Pour revenir sur les causes socio-économiques aussi de la révolution au Soudan, elles s'inscrivent aussi dans un contexte de crise économique globale, et les manifestations qui ont débuté le 13 décembre 2018 dans la ville d'Ed-Damazine, qui est le chef-lieu de l'État du Nil, ont été déclenchées par une hausse exponentielle des prix du pain. Par une hausse des prix du pain et une pénurie du carburant, un manque de liquidité dans les banques, enfin plusieurs facteurs économiques. Il y avait aussi une inflation de plus de 70% depuis plusieurs années au Soudan, qui s'explique aussi par des politiques néolibérales qui ont vraiment contribué à casser les services publics, avec une subsidiarisation de l'État qui s'est retirée des services publics. Donc les personnes qui bénéficiaient des aides de l'État se sont retrouvées démunies et ont dû créer de nouveaux réseaux de solidarité pour survivre tout simplement. Et donc ça correspond aussi au contexte d'autres pays qui ont connu aussi des soulèvements populaires dans les années 2018, 2019, 2020 actuellement. J'aimerais juste ajouter un petit point sur la question démocratique aussi, des revendications démocratiques. Si le soulèvement a été déclenché par des facteurs économiques, d'apparence en fait, mais ça s'inscrit dans une histoire longue au Soudan d'une captation du pouvoir par les militaires, et elle s'inscrit en fait dans une histoire de soulèvements populaires qui ont déjà en fait réussi à renverser des régimes dictatoriaux militaires, notamment en 1969. Le général Aboud a été éjecté par le peuple dans les rues en quelques jours. En 1985 ensuite aussi avec le général Nimeri. Donc les revendications, et là on le voit en 2018, au bout de quelques jours en fait, dans les manifestations, on entend le slogan « Tas Krut Bes » qui signifie « ta chute c'est tout ». Donc le peuple réclame vraiment la chute du régime et la transition vers un gouvernement civil démocratique.
Ça, on l'entend vraiment dès les premiers jours des manifestations. Donc, c'était pas seulement, il n'y avait pas une revendication de transformation simplement économique ou de mise en place de mesures pour une baisse des prix du pain, par exemple, ou de l'essence. Mais réellement, le peuple a été dans une démarche vraiment dégagiste, voulait vraiment la chute du régime et de l'État de Omar el-Béchir. Sur les revendications démocratiques aussi, donc rapidement, sur l'organisation vraiment de la mobilisation. Donc au départ, c'était vraiment des manifestations spontanées un peu partout au Soudan. Il y a eu une véritable convergence des luttes avec donc plusieurs syndicats, par corps de métier, qui ont commencé à s'organiser dans différentes villes, que ce soit à la capitale ou dans Ahad Bara, qui est un haut lieu du syndicalisme ouvrier soudanais, mais aussi à Port-Soudan avec les dockers et les médecins aussi qui ont commencé à des grèves qui ont fait grève et qui se sont organisés et qui ont commencé à manifester aussi. Et ça s'inscrit aussi dans une séquence historique de protestation depuis les années 2010 déjà. On voit par exemple en 2013 dans la ville de Khartoum plusieurs syndicats de professionnels de la santé qui ont manifesté contre les conditions les conditions de travail et aussi plus largement contre le régime et ses politiques répressives. Donc au départ, c'était des manifestations un peu spontanées, puis rapidement, il y a eu des syndicats professionnels et des organisations qui ont essayé de prendre le leadership du soulèvement populaire, et notamment avec la création... notamment avec l'association des professionnels soudanais qui a été créée en 2018, avant la révolution. Et cette association a joué un rôle très important surtout pour les personnes qui étaient qui occupaient un emploi, qui étaient dans la vie active. Donc ça rassemblait plusieurs syndicats soudanais. Et cette association a aussi participé à la création de la coalition des forces pour la liberté et le changement, qui est une coalition hétéroclite qui a rassemblé vraiment un large panel d'organisations de la société civile, à la fois des partis politiques traditionnels, comme le parti Oumma ou le parti démocratique unioniste, qui font partie du paysage politique soudanais depuis les années 40-50, mais aussi des groupes rebelles, des ONG pour les droits humains, des mouvements de jeunes. C'est vraiment une coalition qui rassemble un très large panel, et donc c'est ce qui explique aussi certaines difficultés dans dans l'organisation en fait de ce soulèvement par cette coalition, mais j'y reviendrai. Et donc cette coalition qui a été créée début janvier 2019 a essayé vraiment de capter le mouvement. Elle a émis une déclaration qui reprenait les revendications principales du peuple dans les rues, notamment la demande de la démission, de la fin du régime de Omar el-Béchir, mais aussi la création de tribunaux spéciaux pour juger tous les anciens hauts placés du régime pour tous les crimes commis, notamment, je pense au Darfour qui est le cas le plus connu ici en France. Mais aussi la demande de création de comités pour les questions de corruption qui, comme au Liban, sont vraiment endémiques au Soudan et qui sont liées aussi aux questions des conflits politiques, des conflits armés à la fois au Darfour mais aussi dans le sud Kordofan, avec l'envoi la création par le régime de Omar el-Béchir des forces de soutien rapide qui sont les Janjaweed, qui est une milice paramilitaire de l'État soudanais pour réprimer toute contestation politique du pouvoir, associé aussi au service de renseignement secret soudanais aussi qui jouait comme une police politique, et d'autres organisations, d'autres institutions qui ont été créées en parallèle en fait des institutions officielles de l'État soudanais. C'est pour ça qu'on parle souvent d'État parallèle pour qualifier le régime de Omar el-Béchir.
Toutes ces revendications-là, elles ont été donc portées par cette coalition qui a commencé à partir de peu après le sit-in devant les quartiers généraux de l'armée à Khartoum, qui a commencé le 6 avril. Donc peu après le sit-in, qui a commencé à négocier avec le Conseil de transition militaire, qui a été créé au lendemain de l'éjection du président Omar el-Bashir par des militaires aussi, qui ont essayé de faire un coup d'État, pour récupérer ce soulèvement populaire, qui ont créé donc le Conseil de transition militaire, qui était quand même dirigé par le chef des forces de soutien rapide, donc la personne qui est à l'origine en fait des exactions commises par exemple au Darfour, et qui est à l'origine aussi qui est à la tête d'un réseau de corruption immense qui lie les entreprises d'extraction d'or au Soudan, aussi dans le secteur du transport, du tourisme, etc. Donc cette personne à la tête du Conseil de transition militaire de l'autre côté les organisations de la société civile dans la coalition des forces pour la liberté et le changement ont commencé à négocier à partir du mois d'avril 2019 pour essayer d'établir un plan pour mettre en place un gouvernement de transition. En fait, on voit que dans ces négociations, la coalition qui représentait le peuple dans les rues a fait d'énormes compromis qui ont été des concessions très importantes qui ont été perçues comme des trahisons en fait par bon nombre de personnes dans les rues, notamment les jeunes générations, notamment dans la composition du nouveau gouvernement de transition qui durera, le gouvernement de transition durera 3 ans en vue de préparer des élections démocratiques transparentes dans 3 ans. Et le gouvernement, si le peuple réclamait un gouvernement de transition 100% civil, les négociations en fait ont abouti à un gouvernement avec un partage en fait équitable entre les militaires et les civils. Et on voit en fait ici les difficultés au Soudan, qui est un système où le système politique a été vraiment longtemps monopolisé par les militaires, depuis en fait depuis l'indépendance du Soudan, depuis la fin de la colonisation anglo-égyptienne. Il y a vraiment le pays a connu que de très brèves périodes démocratiques et a enchaîné en fait les coups d'État militaires et donc les régimes militaires comme celui de Omar el-Bashir qui a duré 30 ans quand même. Et donc ces concessions ont été vraiment, surtout sur ce point-là en fait, sur la composition du gouvernement de transition et aussi sur la composition du Conseil de souveraineté qui doit chapeauter un peu le tout et qui est dirigé pendant les 21 premiers mois par un militaire aussi. Donc tout ça a été vraiment perçu comme une trahison par les jeunes, surtout dans les rues. Et aussi, on constate vraiment une forme de déconnexion entre ces organisations de la société civile qui sont composées de personnes, déjà de personnes qui sont dans la vie active, des personnes qui mettent donc complètement de côté les chômeurs et surtout les jeunes qui sont vraiment qui est le groupe le plus touché par le chômage au Soudan, mais aussi dans la plupart des pays en réalité. Et donc oui, il y a pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, donc il y a une déconnexion entre ces personnes, entre l'association des professionnels soudanais, entre les partis politiques traditionnels aussi qui ont dès le début de la révolution essayé de capter, de récupérer le soulèvement, mais ils ont très vite été aussi mis de côté par la majorité de jeunes et de femmes qui manifestaient. Donc cette déconnexion a abouti aussi sur la création donc au niveau des quartiers de comités de résistance. En fait, c'est des comités au niveau, d'auto-organisation au niveau des quartiers. Les premiers avaient été créés en 2013 déjà, donc au lendemain des manifestations à Khartoum.
surtout par des jeunes du Parti communiste soudanais. Et donc là, on a vu à partir de, vraiment début janvier 2019 aussi la création de ces comités de résistance dans différents quartiers, dans différentes villes et surtout au niveau de la capitale. Et ces comités rassemblent donc des personnes, rassemble énormément de jeunes déjà et des personnes surtout des personnes des classes populaires. Après, ça dépend aussi du quartier aussi de où se situent ces comités, parce que par exemple si on prend un quartier du centre de la capitale, un quartier bourgeois, les comités sont constitués de personnes de classe supérieure qui ont en fait ici à souhait de vraiment pouvoir conserver leurs privilèges dans le processus révolutionnaire, surtout pour la période post-révolutionnaire. Mais dans les quartiers populaires, l'idée c'était vraiment d'abord de pouvoir s'organiser à la base pour tout simplement essayer de faire face à la répression des forces de sécurité, donc faire face au harcèlement policier, à la violence policière. Et puis ça a pris une ampleur beaucoup plus large en fait, et c'est devenu vraiment des organes politiques au niveau des quartiers et qui remplacent en fait les comités populaires, qui sont des comités qui ont été mis au point par le régime de Omar el-Bashir à partir de 1989, au lendemain du coup d'État, et qui en fait sont l'entité qui est au plus bas de l'échelle, l'entité de gouvernance qui est au plus bas de l'échelle au Soudan, et qui avait pour prérogative de contrôler, de gérer les services publics. Donc ces personnes, les personnes qui constituaient le comité déjà étaient toutes membres du parti du Congrès national, qui est le parti au pouvoir depuis 1989. En fait, même ce comité se confondait totalement avec la branche locale du parti du Congrès national. Et donc ces personnes avaient la possibilité d'octroyer ou non certains services publics, certaines denrées aux habitants du quartier. Donc ça forçait en fait les habitants du quartier à entretenir de bonnes relations. Et il y avait vraiment des relations clientélistes en fait, clairement, puisque le comité avait la possibilité de gérer l'espace public, donc d'octroyer des terres ou non, d'octroyer des logements ou non. Quand certaines denrées étaient rationnées comme le sucre, c'est ce comité qui avait la possibilité d'octroyer les cartes de rationnement. Donc son poids était vraiment très important en fait dans le régime autoritaire de Omar el-Bashir. Et donc ces comités de résistance sont venus remplacer en fait ces comités populaires dans plusieurs quartiers, notamment dans les quartiers populaires en périphérie par exemple de la capitale, où des anciens membres des anciens membres des comités populaires qui ont rejoint les manifestants, qui ont rejoint le sit-in parce que aussi voyaient leurs conditions de vie se dégrader depuis le début du régime en fait, mais là encore plus depuis 2011 avec l'indépendance du Soudan du Sud et la perte de la rente pétrolière. Du coup l'État soudanais a réduit, voire supprimé de nombreuses subventions publiques sur certaines denrées, sur certains services, et c'est aussi ce qui a conduit à une forte inflation dans le pays. Et donc d'anciens membres de ces comités populaires ont fait partie en fait des groupes de création des comités de résistance. Donc on voit comme ça ce basculement en fait de certaines personnes qui étaient plus ou moins proches des leaders du parti et du régime, qui sont passés du côté du coup de l'opposition politique. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Je ne sais pas si, peut-être que je vais laisser un temps pour l'échange, mais voilà, on pourra aussi peut-être dans l'échange, si ça vous intéresse, aborder la question nationale aussi, qui est intéressante au Soudan, qui a été intéressante qui a été très importante aussi dans ce soulèvement populaire. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Avant de passer la parole à Adel Bakawan, on va devoir faire une pause de 5-10 minutes pendant cette conférence, car juste à côté de nous, Éric Piolle et Jean-Luc Mélenchon vont prendre la parole. Normalement, ils doivent juste saluer les amphis, et c'est censé durer une dizaine de minutes. Et comme il n'y a pas de conférence juste après la nôtre, on aura plus le temps, on sera plus à l'aise, je pense, après cette prise de parole pour continuer. Voilà. Interviennent et qu'on nous prenne notre micro. J'allais donner la parole à Adel Bakawan donc, pour nous parler de la révolution en Irak qui a commencé de façon presque concomitante à la révolution libanaise en revenant voilà, notamment sur les causes économiques et sociales, leur transformation éventuellement en revendication démocratique et sur la question nationale à l'intérieur du mouvement populaire en Irak. Voilà, je vous donne la parole à Adel Bakawan en m'excusant au nom des amphis de la France Insoumise pour cette absence de micro. Pas de souci. Merci Antoine, merci pour l'invitation, mais de toute façon... Non, non, il y a eu un problème de coordination. Rapprochez-vous. Devant et à l'ombre. Je suis désolé. J'ai l'habitude avec les amphis, voilà, je me mets debout. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc je fais comme si j'étais dans un amphithéâtre avec mes étudiants. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Adel Bakawan, je suis irakien et je dirige le centre de sociologie d'Irak à l'université Soran basée en Irak, dans le nord. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir de me retrouver pour la première fois face à vous, les militants de la gauche, n'est-ce pas? La gauche de la gauche française, pour vous parler de ce mouvement de contestation irakien. Donc, comme je disais à Antoine, je ne vais pas me refuser ou me cacher derrière les concepts universitaires, les thèses, les grilles de lecture très complexes pour un des pays les plus complexes du Moyen-Orient, l'Irak. L'Irak des chiites, l'Irak des sunnites, l'Irak des Kurdes, l'Irak des yézidis, l'Irak des Kakaïs, l'Irak des chrétiens, l'Irak des musulmans, l'Irak de toutes les langues, de toutes les religions, de toutes les histoires. Donc non, je vais directement à l'essentiel et je me concentre sur ce mouvement de contestation qui a commencé le 1er octobre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, en relation bien évidemment avec le système politique. Alors donc pour expliquer ce mouvement d'une manière vraiment très pédagogique, directe et rapide, je vais vous donner quelques définitions des acteurs qui composent ce mouvement, les différentes catégories, parce que le mouvement n'est absolument pas homogène. Le mouvement n'a pas une organisation, le mouvement n'a pas une idéologie, le mouvement est une pluralité immense, hein, donc il faut typologiser d'une manière très simple pour le rendre visible. Alors, donc pour arriver à cette conclusion-là, je vais commencer par le péché originel. En arabe, on dit al-khati al-oula. Le péché originel, je le ramène à l'occupation d'Irak par les États-Unis d'Amérique en 2003. Lorsque les Américains arrivent à Bagdad le 9 avril 2003, le lendemain, il n'y a plus d'État. Aucune institution étatique est en cours. Le 11 mai 2003, Paul Bremer, le Percy Cox américain, Percy Cox, c'est celui qui a fondé l'Irak en 1921, il y a un siècle. Le Percy Cox américain qui s'appelle Paul Bremer, il met en place rapidement deux décrets. Le premier, ce qu'on appelle, ce qui est connu sous le nom de la dépacification de la société irakienne, et le deuxième, la dissolution de l'armée irakienne. À cause de ces deux décrets-là, on est entré dans un processus plus large qui
s'appelle la désunnification de l'Irak. Autrement dit, cette petite minorité sunnite, qualifiée par le roi Faisal, le premier roi irakien, lui-même sunnite, comme la minorité arrogante. Je ne vais pas entrer dans les détails, si jamais quelqu'un est intéressé, vous pouvez toujours vous référer à mon livre sorti l'année dernière sous le nom L'impossible État irakien. J'ai expliqué en détail ça. Cette petite minorité qui dirige le pays de 1921 à 2003 va entrer à cause de la nouvelle politique américaine en Irak dans le processus de la désunnification. Désunnification de l'État, désunnification de la société, désunnification à la fois symbolique et physique. Et ensuite, on met en place un nouveau système. Ce nouveau système américain est basé sur deux piliers. Écoutez bien, les deux piliers, très très intéressants. Le premier, c'est ce que j'appelle la milicisation de la société irakienne ou tout simplement de l'État irakien. Autrement dit, les Américains, avec l'aide, l'assistance, l'accompagnement de la République islamique de l'Iran, c'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont en guerre, qu'ils étaient en guerre depuis toujours. Absolument pas. De 2003 au 27, pour préciser, 27 décembre 2018, ils étaient dans un processus de la co-gestion de l'Irak. Ils ont co-construit ensemble, Téhéran et Washington. À la Maison Blanche, les différents présidents américains et les ayatollahs iraniens, ensemble, ils ont co-construit ce nouveau système irakien qui est basé sur ces deux piliers. Le premier, c'est la milicisation de l'État et de la société irakienne. Et la deuxième, c'est la systématisation de la corruption. Un deux mots sur les deux principes. La milicisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant 2003, on avait des partis politiques qui avaient des branches miliciennes, à la fois chiites, sunnites et kurdes, mais aussi turcomanes, chrétiennes, toutes les communautés, grandes communautés et petites communautés. En 2003, lorsqu'ils reviennent en Irak, entre guillemets, libres et libérés, les Américains, pour refonder, pour reconstruire l'État irakien, ils vont, à partir de ces branches miliciennes, refonder, reconstruire la totalité des appareils de la sécurité irakienne, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le service de renseignement, le ministère de l'Intérieur et tous les appareils. À partir de ce moment fondateur-là, l'État irakien est reconstruit sur la base milicienne. C'est pourquoi aujourd'hui je refuse catégoriquement la qualification des milices comme des entités séparées de l'État irakien. Et c'est pourquoi nous, au Centre de sociologie d'Irak, on a inventé un autre concept pour analyser l'État irakien, à savoir l'État milice irakien. Il n'y a pas un État irakien, on a un État milice. Ça, c'est le premier pilier, je ne vais pas me tarder parce que je n'ai qu'un quart d'heure, n'est-ce pas, Antoine? Voilà. Alors, le deuxième pilier, aujourd'hui, vous avez ce système, enfin pas aujourd'hui, de 2003 à ce jour-là, basé sur la corruption. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour devenir imam d'une mosquée, vous devez passer par le filtre de la corruption. Par quoi? Par le filtre de la corruption. Pour devenir, je ne sais pas moi, femme de ménage, un ouvrier, un professeur d'université, pour devenir un ministre, un directeur général, un ambassadeur, n'importe quelle perspective d'emploi, vous devez absolument passer par le filtre de la corruption. Si vous n'êtes pas passé par ce filtre-là, vous êtes totalement exclu, marginalisé, abandonné et livré à vous-même. Ce n'est pas pour rien, selon notre dernière enquête sociologique, il y a un écart de 363 ans entre le bas de la société, qui constitue à peu près 80%, 80-85% de la société, et le haut de la société. 80-63 ans. Cet Irak-là, qui est le deuxième pays du pétrole au monde, un des pays les plus riches, selon la déclaration de notre ami Mash'an El-Jabouli, qui était le président de la commission anticorruption à l'Assemblée nationale, en Irak, tout le monde disait, tout le monde est corrompu, moi le premier. Je suis le premier corrompu parmi tout le monde. Juste un petit chiffre, de 2003 à 2020, selon cette commission-là, il y a eu 420 milliards de dollars partis en corruption. 420 milliards de dollars. Voilà, donc vous avez cet état-là. Dans cet état, bien évidemment, une société se développe. Pour la première fois,
en Irak, depuis son existence, on remarque, on constate avec des données chiffrées, des données on a réalisé avec mes équipes sur le terrain à Bassoura et à Mossoul et à Bagdad aussi, une enquête sur ces écarts, cette émergence de la classe sociale pour la première fois en Irak. Alors cette classe sociale, c'est vraiment très très simple. J'emploie le mot classe pour aller vite, hein, sinon c'est beaucoup plus complexe que le concept de classe. Vous avez le bas de la société et vous avez le haut de la société. Cet écart-là est mesuré à 363 ans, se reflète avec plusieurs indicateurs. Par exemple, les personnes qui font partie de la haute société, en Irak, on l'appelle al-fara'in al-jadida, c'est-à-dire les nouveaux pharaons. Ils ont leur propre théâtre, leur propre piscine, leur propre stade, leur propre école, leur propre passeport, les lieux de vacances complètement séparés qui n'ont rien à voir avec le reste de la société. Sur le reste de la société, vous avez à ce jour-là 59% des Irakiens qui ne savent pas lire et écrire. Or, ces Irakiens-là, dans les années 70, la société irakienne était la société la plus développée au Moyen-Orient. La plus développée. C'était un idéal type pour les sociétés moyen-orientales à suivre le modèle irakien. Je vous donne l'exemple des femmes. Les femmes composaient 49% des médecins de cadres santé dans les années 70. Bagdad, je ne vous parle pas d'un village perdu de la République. À Bagdad même, la capitale de cette République, 27% de la population n'ont pas accès à l'eau potable. 27% de la population. Par exemple, à Bassoura, lorsque la température arrive, le degré arrive à 56 comme aujourd'hui, vous n'avez que 3 heures d'électricité. 3 heures d'électricité. Or, 400 milliards de dollars a été consacré au système d'électricité, aux infrastructures d'électricité en Irak de 2003 à ce jour-là. Même avec ça, on n'a que 3 ans. Alors, dans ce contexte-là, social, économique, politique, je ne vais pas rentrer dans les détails ce qui s'est passé entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran sur cette cogestion jusqu'à 2003, de 2003 jusqu'à 2018. Dans ce contexte-là, le 1er octobre, vous avez un mouvement de contestation. Bien évidemment, ce mouvement a une genèse. Il commence avec le mouvement sadriste dès avril 2003. Mais je ne vais pas reprendre cette histoire, cette historicité. Je vais me consacrer directement sur ce qu'on a ici et maintenant. Ce mouvement de contestation qui commence à Bassoura et qui s'étend à Nasiriyah, à Najaf, à Karbala pour arriver à Bagdad. Pour la première fois dans l'histoire de l'Irak, vous avez un mouvement de contestation qui n'est pas confessionnel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des chiites contre les sunnites. Pour la première fois depuis 1921, vous avez un mouvement de contestation qui n'est pas ethnique. Ce n'est pas les Kurdes contre les Arabes ou les Arabes contre les Kurdes. Vous avez un mouvement de contestation et même pas religieux, c'est-à-dire les musulmans contre les chrétiens. Non, vous avez un mouvement de contestation qui est composé par excellence par les chiites éliminés, exclus, marginalisés, frustrés contre les élites chiites hautement privilégiées. Autrement dit, sur les 19 provinces irakiennes, aucune province sunnite est concernée ou touchée par ce mouvement de contestation. Aucune province kurde touchée par ce mouvement de contestation. C'est la contestation d'une base sociale chiite marginalisée contre des élites chiites qui dirigent le pays depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier marqueur de ce mouvement. Le deuxième marqueur de ce mouvement, c'est l'hétérogénéité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez 3 acteurs qui composent ce mouvement. Le premier acteur, j'appelle la génération bulldozer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les jeunes entre 14 et 22, 23 ans qui n'ont aucune idéologie, qui n'ont pas eu accès à la culture ni à l'éducation, qui ne sont pas allés à l'université, qui n'ont pas des familles privilégiées et qui habitent dans les quartiers majoritairement, la majorité absolue de ces gens-là dans les quartiers totalement défavorisés. Alors ces gens-là, ils n'ont qu'un seul langage.
ils ne maîtrisent qu'une seule phrase, la chute du régime. À part la chute, il n'y a aucun programme à négocier, aucun objectif à réaliser. Il faut plier ce régime-là avec ses deux principes, avec son histoire, à la fois les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran. Tout le monde dehors. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont incendiés à la fois le consulat des États-Unis d'Amérique à Bassoura et le consulat de la République islamique de l'Iran. Donc tout le monde dehors. La chute finale, il n'y a pas autre point à négocier. C'est la première catégorie d'acteurs. On pourra discuter, détailler un peu plus tard pendant le débat si vous voulez. Le deuxième acteur, ce sont les intellectuels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les Lénine sans parti communiste. Ou pour vous parler, les Mélenchon sans les insoumis et les insoumis. Peut-être là que ça vous parle un peu mieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce sont des intellectuels hautement engagés, qui sont des chercheurs, des médecins, des avocats, des étudiants en doctorat, en master, des acteurs de la société civile, mais très très engagés. Très très engagés, mais malheureusement, ils n'ont pas une base sociale. Malheureusement, ils n'ont pas une base militante. Ce sont des intellectuels installés dans des idéologies, dans de très bonnes idées, dans le développement des théories, des thèses, des programmes sociaux, économiques, etc. etc. Mais derrière eux, c'est le vide total. Et il n'y a même pas un langage commun entre les deux catégories, c'est-à-dire la génération bulldozer et les intellectuels. Et ils ne se comprennent pas. Et dès qu'ils se rencontrent, c'est relativement la confrontation. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est l'opposition classique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les sadristes, les hakimistes, les abadistes et aussi les bassistes qui essayent s'intégrer leur base militante dans ce mouvement de contestation pour un seul but, instrumentaliser le mouvement. Voilà. C'est pourquoi chaque tendance, selon les données qu'on dispose, ont constitué des bureaux politiques pour orienter chaque jour le mouvement de contestation. Autrement dit, ils orientent leurs militants, ils les envoient morceau par morceau, territoire par territoire, province par province, afin de dire, voilà, vous faites ça, vous ne faites pas ça, et si ça c'est comme ça, vous allez faire comme ça. Voilà, c'est des bureaux d'orientation de cette stratégie du mouvement de contestation. Alors, les conséquences de ce mouvement de contestation, pour la première fois depuis 2003, le gouvernement irakien, ce qui n'est jamais arrivé, Adel Abdel Mahdi a démissionné, il a quitté le pouvoir. Voilà. Pardon, là. Le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi a démissionné. On a mis en place un autre gouvernement, c'est le gouvernement de Kazemi, Mustafa Al-Kazemi, que j'appelle le gouvernement des intellectuels. Autrement dit, c'est la deuxième catégorie qui arrive au pouvoir. À ce jour-là, cette catégorie qui est au pouvoir a pu former un gouvernement avec les partis politiques, mais en revanche, Mustafa Kazemi a formé pour la première fois ce que j'appelle la présidence du gouvernement. Dans la présidence du gouvernement, il a placé les grands intellectuels qui étaient engagés dans le mouvement de contestation. Par exemple, notre ami Houcham Daoud, par exemple, le porte-parole, par exemple, le conseiller spécial pour les affaires du Kurdistan, par exemple, un autre conseiller spécial pour chargé des relations avec les États-Unis d'Amérique. Autrement dit, vous avez des ministères et des ministres, et en même temps, vous avez pour chaque dossier un intellectuel qui le dirige dans la présidence du gouvernement. Pour aller vite, et je vais conclure, quelles sont les perspectives? Il nous reste combien de temps? Il ne reste pas de temps. Antoine. Encore 2-3 minutes. 2-3 minutes, d'accord. Les perspectives, quelles sont les perspectives? Alors, la première perspective que je développe dans un livre qui est en cours, c'est l'alternative le développement de ce que j'appelle l'iraticité inclusive. Qu'est-ce que l'iraticité inclusive? C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un pays qui est reconstitué sur une base communautaire, 50% du poste au sein de ce système consacré aux chiites, 20% pour les sunnites, 20% pour les kurdes et 5% pour les minorités. Alors, par exemple, si ce mouvement réussit à mettre entre parenthèses tous les partis politiques chiites,
d'accord, a exclu tous les partis politiques, tous les acteurs chiites qui dirigent le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des sunnites? Qu'est-ce qu'on fait des Kurdes? Qu'est-ce qu'on fait des autres minorités qui sont aussi corrompues que les élites chiites? C'est pourquoi ce mouvement de contestation, s'il n'adopte pas ce que j'appelle l'iraquicité inclusive, autrement dit, développer un contrat social qui est large, qui passe du communautarisme au concept de la citoyenneté, qui dépasse le nationalisme, qui dépasse le communautarisme, qui dépasse le tribalisme, qui dépasse le régionalisme. Si on met entre parenthèses cette alternative-là, il ne restera que deux alternatives. La première, malheureusement, c'est la guerre civile. Pourquoi la guerre civile? Parce que tout simplement, ces élites qui sont lourdement armées n'abandonneront jamais tous les privilèges pour l'amour de cette jeunesse ou de cette nouvelle génération. Pour dire, voilà, nous sommes des personnes responsables, vous avez tout à fait raison, venez prôner notre pouvoir. Vous savez très bien, vous êtes des militants de la gauche, malheureusement l'histoire ne fonctionne pas avec un tel dynamisme. C'est pourquoi, face à eux, ce mouvement de contestation, se trouvent des élites lourdement armées et soutenues et financées par des acteurs géopolitiquement parlant, des puissances régionales et des puissances internationales. Et la troisième solution, la troisième alternative, et je m'arrête là, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment et d'où quel point de vue on se place, mais pour un sociologue irakien comme moi, je ne peux dire que malheureusement, c'est la division de l'Irak. C'est la fin de l'Irak qu'on a connue. Autrement dit, un État pour les sunnites, un État pour les Turcs et un État pour les chiites. À ce moment-là, la base sociale chiite peuvent régler leur compte avec leurs élites. Les Kurdes, la base sociale kurde, pareil, peut régler son compte avec l'OPDK et l'UPK. Et pour les sunnites, ils régleront leur compte avec l'organisation de l'État islamique et les tribus armées qui dirigent leur territoire. Voilà, à ce jour-là, vous avez du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, vous avez 600 morts, 600 membres de ce mouvement assassinés, vous avez 23 000 blessés et vous avez 31 000 incarcérés. Voilà les données objectives. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors malheureusement on va devoir arrêter maintenant cette conférence, même si la discussion peut continuer de manière plus informelle. Je voudrais moi remercier beaucoup tous les intervenants d'être venus et de nous avoir fait partager leurs analyses et puis m'excuser auprès de vous aussi pour les conditions un peu chaotiques de cette conférence. Et voilà, et vous remercier tous d'être venus. Voilà, la conversation peut continuer de manière plus informelle avec les intervenants. Merci à vous. Merci.